Aujourd'hui, on va parler de Termux. Je vais vous montrer les commandes de base qu'on peut faire avec Termux. Avant, on va regarder un petit peu comment ça s'installe sur un cellulaire. Et parce que le but d'utiliser Termux, c'est sur un cellulaire Android. Et si jamais pour ceux qui ont un laptop ou un PC, qui n'ont pas de cellulaire, mais qui aimeraient quand même apprendre Termux, je vais débuter le premier volet de cette démonstration par l'installation d'un ordinateur virtuel Android sur VirtualBox sur un PC Windows. Quand on aura virtualisé un Android, on pourra ensuite installer Termux et là on arrivera dans le vif du sujet, à la ligne de commande, quelles sont les commandes de base, un petit peu comment ça fonctionne, Linux, parce que Termux, c'est un émulateur de terminal qui est Unix-like en fait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va commencer par s'installer une machine virtuelle Android pour débuter. Pour utiliser Termux, on a d'abord besoin d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette. Alors, pour la démonstration, j'ai choisi, parce que ça pourrait aussi aider des personnes qui ont un laptop ou un PC, mais qui n'ont pas de cellulaire ou de tablette, de d'abord avoir une machine virtuelle Android sur laquelle on va installer Termux et ensuite émuler une session ou un shell sur un environnement émulé de Unix. Je vous recommande d'installer VirtualBox, qui est gratuit et qui fonctionne bien. Avec VirtualBox, vous allez vous créer une nouvelle machine. J'en ai déjà ici des Android, mais je vais en créer une nouvelle pour les besoins de la cause. Vous allez l'appeler Tablet Virtual. Je donne ça comme nom juste à titre indicatif, mais vous donnerez le nom que vous voulez. Le type, c'est un Linux. Et puis, ça va être un Linux 32 bits. On va y aller comme ça. Suivant. Je vous recommande de monter ça peut-être dépendamment de l'ordinateur que vous avez sur votre... pas l'ordinateur, mais la quantité de mémoire que vous avez sur votre laptop ou votre PC. Vous pourrez choisir minimum 2 gigs. Si vous pouvez vous permettre 4 gigs, allez-y à 4. Ensuite, on crée un disque virtuel. On va créer un disque de type VDI. Donc, c'est une image de disque VirtualBox qui est utilisée, un disque virtuel dans notre machine virtuelle. On va allouer l'espace dynamiquement. On prend les paramètres par défaut pour l'instant que nous recommande VirtualBox. 8 gigs devrait faire l'affaire. Encore là, si vous avez beaucoup d'espace sur votre disque et vous prévoyez faire beaucoup de choses dans votre tablette virtuelle, n'hésitez pas à augmenter l'espace disque. Sinon, si vous prévoyez pas faire grand-chose, 8 gigs va être suffisant. Donc, on crée, le disque virtuel est créé. Donc, ma machine est créée. Par contre, on va aller dans Configuration. Ici, évidemment, j'ai fait le bouton droit de la souris. Je choisis Configuration. Et dans l'onglet Configuration, je vais passer vite juste pour me remémorer à quel endroit j'ai des petites modifications à faire. Au niveau du nombre de processeurs, je vais lui en donner 2. Encore là, ça aussi, ça dépend du laptop et du PC sur lequel vous êtes. Si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, pas beaucoup de puissance CPU, laissez-le à 1. Mais si vous avez beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, vous pouvez peut-être vous permettre de monter à 2 CPU pour votre machine virtuelle. Ensuite, au niveau de l'affichage, la carte vidéo, on va lui donner 128 MB de carte vidéo. Et puis, on va choisir VBox SVGA. Donc, choisissez VBox SVGA comme contrôleur graphique et activez l'accélération 3D sur cette machine virtuelle. Au niveau du stockage, on a
notre disque virtuel, puis on a un lecteur de CD. Dans le lecteur de CD, je vais monter l'image Android que j'aurais préalablement downloadée. Donc, aller downloader Android x86, trait d'union 8.1, trait d'union rc1.iso. Donc, je vais tasser un petit peu parce que peut-être qu'on voit pas bien. On clique sur le disque ici. Allez d'abord downloader Android x86, trait d'union 8.1. Ça peut être une autre version aussi, rc1.iso. Et puis vous mettez ce disque ou ce CD virtuel dans votre lecteur de CD virtuel de votre machine virtuelle. La carte de son, pas de problème. Carte réseau, rien à changer. Les ports, USB, interface. Donc ça devrait être pas mal les seules modifications qu'on a besoin. On va essayer cette configuration-là. Donc je démarre ma tablette virtuelle pour la première fois. Donc ça c'est ma machine virtuelle qui démarre. Et là, évidemment, il boot du CD présentement. Donc, le CD virtuel que j'ai mis, c'est un CD d'installation de Android x86 8.1 RC1. Je vais dire que je veux procéder à une installation d'Android sur le disque dur virtuel que j'ai mis dans cette machine virtuelle. Première chose à faire, évidemment, c'est de créer des partitions quand on installe une machine. On fait Create Modify Partition. On va d'abord créer une partition parce que notre disque, on a créé un disque, mais il n'a pas été partitionné encore. Donc, voulez-vous utiliser GPT? Non. Et je ne sais pas c'est quoi si jamais vous me le demandez. Et j'ai dit non, plutôt. Ça ici, c'est notre disque. Donc, on sait qu'on lui a alloué 28 gigs. Mais pas 28, mais plutôt 8 gigs. Mais il n'y a aucune partition. Donc, on va... Nouvelle partition. On va choisir New, Enter. Et puis, la partition qu'on va créer, ça va être une partition primaire. Donc, on choisit Primary. Il nous propose de prendre l'espace au complet. Étant donné que c'est un disque qui a une capacité de 8 gigs, il nous propose de prendre le 8 gigs au complet, mais on pourrait faire une partition de 4 gigs, puis une partition de 4 gigs plus tard, une partition de 2 gigs, une partition de 2 gigs, une partition de 4 gigs. Bon, bref, l'idée ici, c'est pas de commencer à expliquer tous les partitionnements, là. On va y aller avec la capacité totale du disque. Donc, j'ai mon disque SDA1 qui est créé. Et puis, est-ce que je veux le rendre bootable, ce disque-là? Delete, Help, Maximize, bref, ce que je veux, moi, c'est d'ajuster le flag bootable. Donc, ça va être une partition sur laquelle on va pouvoir démarrer un système d'exploitation. Quand j'ai fait ma partition, j'écris ma partition, parce que là, elle n'est pas écrite encore. C'est juste un logiciel qui me l'affiche à l'écran. Mais quand je fais l'action Write, là, je vais réellement partitionner mon disque. Êtes-vous sûr? Yes. Donc, Enter, je partitionne mon disque. Le partitionnement est en train de se faire. Ça prend quelques secondes généralement. C'est terminé. Et quand j'ai terminé, ben, je quitte tout simplement. Là, maintenant, je suis revenu à l'écran précédent, mais cette fois-ci, j'ai une partition. Et on me demande si je veux installer mon système d'exploitation Android sur cette partition-là. C'est bien ce que je veux. Donc, je vais dire OK. Et puis, je vais prendre un type de partition EXT4, qui est les partitions plus utilisées sur Linux, là, étant donné qu'NTFS et FAT32, on retrouve ça plus sur du Windows. Donc, j'y vais avec EXT4. Donc, vous avez choisi de formater EXT4. Toutes les datas qu'il va y avoir sur ce disque virtuel seront perdues. Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y en avait pas de data de toute façon. Donc, le formatage est terminé. Voulez-vous installer Grub? Grub, c'est ce qui va nous permettre de booter différents kernels. Oui, je veux l'installer.
Est-ce que vous voulez que le slash file system soit read-write ou parce qu'on peut le faire en read-only? On y va avec le read-write. Donc, l'OS est en train de s'installer présentement sur mon disque virtuel de ma machine virtuelle. Donc, mon ordinateur est quand même assez rapide, donc c'est pas un processus qui est très long. Donc voilà, j'ai terminé. Donc on serait prêt à redémarrer. Mais en fait, le redémarrage, étant donné qu'on a mis le... Ben, je vais vous le montrer, là, étant donné que c'est encore le CD-ROM qui est là, il proposerait de revenir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter. J'arrête ma machine virtuelle. Et puis, je vais juste l'éteindre. Et puis, je vais aller enlever le CD-ROM que j'avais mis tantôt. Donc, bouton de droite, configuration, stockage. Et le CD-ROM que j'avais mis tantôt ici, je vais me tasser un petit peu pour que vous voyez. Donc, le CD-ROM que j'avais mis tantôt, ici, j'ai l'option de retirer le disque du lecteur virtuel. Donc, c'est l'équivalent d'enlever le CD-ROM pour arrêter de booter sur le CD-ROM. Donc, maintenant, je n'ai plus de disque dans le CD-ROM. Alors, je vais redémarrer ma machine maintenant sans CD-ROM. Donc là, je boot direct de mon disque virtuel, de ma machine virtuelle. Donc, vous voyez maintenant ici que je suis rentré dans Grob. Et Grob me propose d'aller en mode debug ou peu importe, mais je vais booter normal pour mon premier boot. Pour la majorité du temps aussi d'ailleurs. Donc, on voit que là, il démarre Android pour la première fois à partir de cette tablette virtuelle. Je vais l'appeler une tablette à cause de la dimension de l'écran, mais sinon, ce sera un téléphone. La seule différence, c'est que l'écran est un peu plus petit sur un téléphone. Donc, c'est tout. Donc voilà, j'en suis rendu à l'écran d'accueil pour la configuration. Je vais laisser l'anglais parce que je suis familier avec le français et l'anglais. Sinon, vous l'installerez dans la langue que vous voulez. On utilise les flèches pour se déplacer ici. La souris n'est pas encore fonctionnelle et mon écran n'est pas nécessairement un écran tactile. Donc, j'utiliserai les flèches pour me déplacer. Donc maintenant, on a une tablette Android. Donc, ceux qui veulent faire du Termux, soit via une vraie tablette, un vrai téléphone ou une tablette virtuelle, c'est à partir de ce moment-ci qu'on va pouvoir continuer. Là, il faut d'abord installer Termux à partir de Google Play. Donc, allez dans Google Play. Puisque c'est la première fois que j'entre dans Google Play, on va me demander évidemment de m'authentifier avec un compte. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais entrer mon email et mon mot de passe. Donc, cette partie d'installation est beaucoup plus simple que celle de tantôt. Une fois arrivé dans Google Play, ben, vous tapez Termux et puis vous installez simplement cette petite application. Donc, je vais sauter cette étape. On va passer tout de suite à Termux, à la ligne de commande. Nous voilà maintenant sur Termux. Donc, je l'ai installé avec Google Play, puis j'ai cliqué sur l'icône. Alors, comme il n'y avait rien de magique ou de compliqué là-dedans, je vous épargne un petit peu cette séquence vidéo. Donc, Termux, c'est quoi? C'est un émulateur qui permet de taper la ligne de commande, des lignes de commande, on appelle ça une ligne de commande, ou d'ouvrir un shell, pour utiliser les bons termes. On ouvre un shell, mais Termux nous ouvre une session virtuelle. On n'a pas nécessairement... Tu sais, comme là, je vous ai dit tantôt, j'avais un laptop,
Et je peux pas, à partir de Termux, accéder des choses de mon laptop, là, parce que mon laptop, il y a ensuite VMware qui a créé une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle-là, c'est un Android. Et par-dessus Android, j'émule un Linux. Donc, ce que je vais faire, ça se passe dans cette session-là. Je peux pas là, encore sortir à nulle part, mais il y a il y a toutes sortes de choses dans Termux, là, des API qui vont vous permettre d'accéder à certaines choses de votre Android. Mais là, ce qu'on va montrer ici, étant donné qu'on est à la base, on va y aller avec les commandes qu'on retrouve généralement sur toutes les Unix-like de ce monde. Donc, en gros, on peut commencer avec la commande ls. Là, j'y vais très débutant. Une commande ls qui permet de lister le contenu des fichiers qu'il y a dans le répertoire courant. Et quand j'ai fait ls enter, vous avez vu qu'il n'y a absolument rien qui est apparu parce qu'il n'y a pas de fichier dans le répertoire courant, tout simplement. Donc, si je veux savoir dans quel répertoire je suis, je peux faire pwd qui signifie Print Working Directory. Donc, c'est le directory dans lequel je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler dans ce qu'on qualifie généralement de un home. Donc, dans Linux, vous allez voir ça souvent. C'est le home de l'utilisateur. Et puis, l'utilisateur, généralement, quand il ouvre une session, il atterrit dans son home. Et puis, étant donné que c'est la première fois que je me connecte, ben, j'ai absolument rien dans mon home. C'est pour ça que quand j'ai listé le contenu, ben, il y avait absolument rien à lister. Il y a une commande qui s'appelle touch. On peut écrire un nom de fichier. Je vais l'écrire fic. Mon fichier s'appelle fic. Alors, quand on fait un touch d'un nom de fichier, la commande touch, si le fichier existe, elle va juste toucher le fichier sur sa date de création, mais quand le fichier n'existe pas, ben, elle le crée carrément. Maintenant, si je fais ls, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle fic. Donc, c'est la notion de fichier. ls, on peut avoir un peu plus de détails si on fait ls-l. Donc, ls-l, là, je peux voir à ce moment-ci que j'ai un petit peu plus de détails sur mon fichier. Donc, on voit au début, ça commence par un trait d'union, qui signifie que c'est un fichier ordinaire. Ensuite, RW. Ça ici, c'est les permissions. Un fichier sous Linux ou Termux, il appartient à un owner qu'on appelle. Donc, le propriétaire du fichier, c'est lui ici. Et chaque propriétaire peut faire partie d'un groupe de propriétaires. Et ça ici, c'est le groupe auquel j'appartiens. Il y a une commande qui s'appelle ID, qui me dit mon user ID, c'est... Je vais tasser un petit peu. OK. Mon user ID, c'est celui-là. Et mon groupe ID, ben, c'est celui-là. Étant donné que j'ai pas de groupe, j'ai pas vraiment créé de groupe ou d'utilisateurs, là, on me donne un groupe et le même nom d'utilisateur. Mais ça peut être pratique dans l'exemple où vous auriez une entreprise. Vous pourriez avoir comme utilisateur Eric, Linda, Marcel, Carole, peu importe. Et certains de ces utilisateurs-là que je viens de vous nommer feraient partie du groupe comptabilité. Donc, vous pourriez créer un groupe comptabilité et donner des accès juste aux membres de la comptabilité, comme par exemple les fichiers de la paye. Peut-être que les utilisateurs du groupe informatique n'ont pas accès à ces données comptables, mais les gens de la comptabilité y ont accès. Alors que l'inverse, les gens de la comptabilité n'ont pas d'affaire à aller jouer dans des fichiers du système d'exploitation, alors que les gens de l'informatique, eux, auraient accès. Donc, ça permet de définir des accès. Je ne m'élaborerai pas trop là-dessus là, pour l'instant. Je serai peut-être plus dans l'intermédiaire éventuellement. Mais en gros, le premier, ça dit c'est un fichier ordinaire. Les trois suivants, c'est read, write, execute. Je vais faire une commande qui s'appelle change mode pour changer les permissions, juste pour continuer mes explications là-dessus. Les permissions, je vais mettre
740, évidemment le fichier FIC. Donc, les premières permissions, set, ça veut dire read, write, execute, ce qui signifie que le propriétaire du fichier peut lire, écrire ou exécuter ce document. Alors que ceux qui font partie du même groupe, mais qui ne sont pas nécessairement propriétaires du fichier, mais c'est des gens de la comptabilité, par exemple, ça veut dire que mes collègues de travail pourraient juste lire mon fichier. Ils ne peuvent pas rien faire d'autre que le lire. Donc, je suis le seul autorisé à écrire dans ce fichier-là. Donc, ils peuvent lire, ils ne peuvent pas écrire, puis ils ne peuvent pas l'exécuter. Et si vous n'êtes pas propriétaire du fichier et vous n'êtes pas membre de mon groupe, ben vous pouvez ni lire, ni écrire, ni exécuter. Donc, c'est un peu ce que ça signifie, tout ça ici. Le chiffre 1, on en parlera quand on sera un peu plus avancé avec des liens symboliques. Un même fichier, des fois, peut exister à deux endroits différents. Là. On pourrait voir le chiffre 2 ici, mais là, mon fichier existe à un seul endroit. Ça, c'est la date qui a été créée. Donc, c'est la date, je viens de le créer. Et puis FIC, ben c'est mon fichier. Puis le chiffre 0 ici, c'est le nombre de caractères qu'il y a dans ce fichier-là, mais il n'y en a aucun, il est vide. Donc, je vais faire un VI sur le fichier, qui est un éditeur de texte. VI n'existe pas. Donc, il y a un programme pour installer des packages sur Termux. On fait pkg, install, vim. Donc, je vais installer le package vim. Donc, Termux se connecte à Internet et va chercher le package vim, en fait l'installation. Donc, il est allé vérifier tous les prérequis, c'est bien ce que vous vouliez. J'ai dit oui, je veux continuer avec cette installation-là. Donc voilà, l'installation est terminée. Donc, je reviens à mon ls-l fic. Je fais vi fic. Donc maintenant, je suis dans vi. VI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas un éditeur de texte très facile, très convivial, c'est difficile à apprendre. Ben, tout s'apprend en fait, là, mais je ne donnerai pas un cours de VI. Je vais juste expliquer que là, si je veux insérer quelque chose, j'appuie sur la lettre I. Donc, je viens d'appuyer sur I. Maintenant, je vais insérer le texte que je veux insérer, qui serait bonjour. Là, évidemment, ça se passe un peu plus haut ici. OK. Bonjour. Voici du texte. OK. Et quand j'ai fait I pour passer en mode insertion, quand j'ai terminé, je fais Escape pour sortir du mode insertion. Et pour sauvegarder mon document, je fais 2 points. Vous avez remarqué que quand je fais 2 points, le curseur s'en va en bas. WQ, write, quit. Donc, il va écrire les modifications que j'ai faites et quitter le document à ce moment-là. Si vous ne voulez pas retaper les commandes, vous pouvez faire flèche du haut, puis là, vous avez accès à votre historique de commandes. Flèche du bas, donc vous pouvez vous promener comme ça dans vos commandes. Et Enter pour réexécuter cette commande-là. Donc, vous voyez tantôt que j'avais 0. Et maintenant, je suis rendu avec 24 caractères dans ce fichier FIC. Donc, c'est un peu la façon de créer des fichiers FIC. Je vais faire un petit programme en C juste pour le plaisir de la chose. Je vais faire vi test.c. Supposons que je voudrais faire un test en C. J'ai mis mon écran un petit peu plus petit pour faciliter le visionnement sur cellulaire. Ça fait en sorte que des fois, je vais devoir scroller de haut en bas pour qu'on puisse suivre. Okay? Donc, supposons que je veux programmer en C. J'inclus stdio.h. Et puis, je fais une fonction main. Et je vais juste faire un petit hello world. Printf. Hello world. \n qui est le caractère de fin de ligne. Je l'expliquerai un peu plus tard.
Et puis, comme je disais tantôt, 2.WQ, on sort de là. Et puis, je suis revenu à la ligne de commande. Donc maintenant, si je fais ls-l, j'ai deux fichiers, fic et test.c. Et puis, si je veux compiler mon test.c, je fais gcc. Évidemment, ça n'existe pas. Je fais pkg install C language. Donc, toutes les librairies et les choses que j'ai besoin pour programmer en C, je vais les installer. Il a trouvé le package. J'ai dit oui, tu l'installes. On voit que c'est assez rapide. Donc voilà, mon C language est installé. Je vais essayer gcc test.c -o pour dire que mon fichier objet, parce que le .c c'est le source, alors que l'objet, le fichier objet, le output, ça va être mon exécutable que je vais appeler test, tout simplement. Donc maintenant j'ai fic, j'ai test. Test, on voit qu'il est beaucoup plus gros, il y a environ 15K. Et puis je vais exécuter test. Mais évidemment, test étant donné que c'est une commande interne de Linux. Je viens de faire plutôt la commande interne. Mais si je veux vraiment exécuter le test qui est là, je fais .test pour dire point signifie le répertoire actuel. Je vais revenir avec mon ls-l. Je vais rajouter un A cette fois-ci pour all. Quand je fais ls-la, vous remarquez que finalement, j'avais des documents qui étaient cachés. Parce que dans Linux, quand un document commence par un point, il est caché quand on se contente juste de faire lister les fichiers, on ne les voit pas, ces documents-là. .viminfo, c'est les dernières, c'est la cache de VI qui se remémore un peu où j'en étais à ma dernière session. Le .bash history, donc quand je fais la flèche d'en haut puis la flèche d'en bas, chaque commande que je tape est écrite dans mon historique. Point fait référence au répertoire courant et point fait référence au répertoire précédent. Si je reviens avec la commande pwd, et si je fais cd et je refais pwd, je ne suis plus dans mon home directory, je suis dans le répertoire précédent parce que point fait référence au répertoire précédent. Maintenant, si je fais ls-l, eh bien, j'ai un répertoire. Vous voyez, maintenant, c'est plus un trait d'union. Au début, c'est un D pour directory. Alors, un directory, je peux faire cd, home, pour retourner dans mon home, ls-la, et là, j'ai mes fichiers qui sont ici. Comme je disais tantôt, test, c'est une commande interne de Linux. Donc, si je fais juste test, il exécute la commande interne. Mais si je veux vraiment exécuter mon test à moi, / pour dire le répertoire courant, le test qui est là, c'est lui que je vais exécuter. Mais sinon, je peux changer le nom du fichier. Il y a une commande qui s'appelle mv test. Je vais l'appeler mon test. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Et puis, le fameux test.c, je vais l'appeler mon test.c. Donc, maintenant, j'aurai moins de confusion si j'exécute mon test. Bon, là, ici, mon test, il faut que j'explique qu'il y a un autre paramètre qui est une variable qui s'appelle PATH en Linux ou en Termux. La variable PATH, elle indique à Termux, quand je tape une commande, regarde dans ces répertoires-là pour voir si elle existe. Et si elle n'existe pas, ben, ça veut dire que tu la trouves pas. Et puis, dans sa séquence de recherche, il cherche même pas dans le répertoire courant, donc il est pas capable de trouver mon exécutable à moi, sauf si je le force à le trouver. Donc, on peut modifier cette variable-là en faisant export. Pour exporter une variable, PATH, va être égal à point. Regarde dans le répertoire courant en premier.
Et quand tu vas regarder dans le répertoire courant, regarde dans le reste de la variable PATH. Donc, vous voyez que la variable PATH est pareille comme avant, sauf qu'elle commence par point au début. Donc, maintenant, Linux ou Termux va regarder dans le répertoire courant d'abord si la commande que je cherche est là. Et sinon, il va chercher dans ces autres répertoires-là avant de conclure que la commande n'existe pas. Donc maintenant, si j'exécute mon test, là, on nous dit Hello World. Donc, tout fonctionne bien. Donc, c'est un premier aperçu. Je vais y aller en rafale avec un peu plus de commandes, sans toutes les expliquer, mais vous pourrez faire des petites recherches sur le web ou me poser des questions si vous voulez que j'approfondisse un type de commande en particulier. Donc, un autre s'appelle PS, PS-EF, ça veut dire process. Je cherche tous les process qu'il y a dans le serveur. Donc, on a tous ces process-là présentement qui sont en exécution. Même le PS que je viens d'exécuter, il était en exécution au moment où je l'exécutais et il ne l'est plus. Mais durant cet instant-là, il s'est trouvé lui-même comme étant en mémoire. Donc, c'est la commande PS. Ensuite, DF, Display File System. Dans Linux, on a Termux, on a des systèmes de fichiers, un file system, qui est vraiment le terme commun, courant. Pour ceux qui connaissent Windows, l'équivalent, ce serait un C2 points serait un file system, D2 points serait un autre file system, E2 points serait un autre file system. C'est un peu le même principe, sauf que dans Linux, on ne donne pas de lettres. Les file systems ont des points de montage. Donc, si je regarde, ça, c'est les file systems que j'ai présentement. Juste une petite affaire, j'ai mis -H là, juste par réflexe. Là, je vais faire DF. OK. Vous voyez que quand je fais DF, c'est difficile un peu à lire le nombre de kiloblocs ou d'espace utilisé. Quand on rajoute -H, cette information-là, elle est un peu plus présentable pour des humains. Le -H, ça veut dire Human Readable. Donc, la grosseur du disque, c'est 1.7 GB. Là, c'est beaucoup plus facile à lire que ce chiffre-là ici. L'espace utilisé est de 3.1 MB. Donc, l'espace utilisé use, là, donc c'est plus facile à lire. Ce file système-là, son point de montage, eh bien, il est ici. Comme je vous montrais quand je faisais Print Working Directory. Ça veut dire que, étant donné que ça commence par /data, je travaille présentement sur ce point de montage-ci. Alors, si ce disque-là est plein, Termux va me dire que mon disque est plein, même si les autres points de montage sont vides. Un peu comme si vous étiez sur D2 points, puis que le disque D était plein. Ça ne veut pas dire que le disque C est plein, puis le disque E est plein aussi. C'est un peu le même principe. Une autre commande intéressante, c'est grep. Et grep, ça, je pourrais faire une formation juste sur grep. C'est assez complexe. Vous vous rappelez de la commande PS de tantôt. Elle liste beaucoup de choses. Et puis, des fois, on veut voir juste certaines choses. Donc, on peut faire pipe, grep. Grep, en passant, ça veut dire get regular expression. Donc, aller chercher une expression régulière qui viendrait de cette commande-là. J'expliquerai un petit peu aussi les redirections, ces choses-là. Puis, je vais faire un grep de x86. Donc, toutes les lignes qui sont sorties ici, sors-moi seulement celles qui contiennent x86. Alors, j'ai juste ces deux lignes-là que je veux voir. Je veux pas voir toutes les autres. Donc, la commande grep va servir à ça. Je pourrais faire PS-EF, mais au lieu de faire un grep de ça, je peux faire un grep de root. Je veux voir juste les process qui appartiennent à root. Alors, ben voilà, maintenant j'ai la liste des process qui appartiennent à root. Celui-là, il est sorti parce que le mot root ici, parce que c'était le grep de mon root. Donc, bref, un petit cas d'exception qu'on pourrait éliminer si on connaît un peu mieux la commande grep. D'autres explications plus tard.
Une autre commande intéressante, c'est find. On cherche un fichier quelque part. Juste avant, je vais reculer dans point. Donc, je reviens d'un répertoire. Et puis, je me rappelle plus à quel endroit j'ai mis mon programme, mon test.c. Je m'en souviens plus. Je peux faire un find à partir du répertoire courant. Mon name, mon test.c. -ls. Alors, il va chercher à partir du répertoire courant et tous les répertoires qui sont en dessous. Il va chercher partout, puis il va me dire ton programme, mon test.c est à tel endroit. Alors, il l'a trouvé. Il me donne les permissions, puis il me dit, ben, il est dans ./home. Donc là, si je veux aller le retrouver, je peux faire cd ./home. Et puis là, ben, mon test.c est là. Donc, je l'ai trouvé parce que je me souvenais plus où je l'avais mis, par exemple. La commande find, bien intéressante. D'autres commandes en rafale, j'irai avec cat. La commande cat permet de cataloguer un fichier, comme par exemple, au lieu de rentrer dans VI ou dans un éditeur de texte, je veux juste voir le contenu de ce fichier-là. Il me l'affiche à l'écran, puis je reste encore à la ligne de commande et je peux continuer. Une autre commande, c'est DU, Disk Usage. Donc, fais-moi un DU à partir du répertoire courant, Disk Usage. Il me dit le répertoire courant utilise 40 blocs. Donc, DU-G ou DU-M. Ce serait en meg, là, c'est même pas un meg, mais étant donné que là, c'est un petit peu petit les volumes, ça m'affiche pas grand-chose. Je vais essayer ici. Je vais aller dans User, par exemple. Là, je vais ici, j'en ai un petit peu plus, DU-M étoile. Donc là, vous voyez, il m'a donné là, vraiment la capacité. Mais je vais faire -S pour l'avoir sommairement, juste pour les répertoires que j'ai ici. Donc, on voit que bin utilise 34 MB, ETC environ 1 MB, include 55 MB. Si je mets -G, il ne fonctionne pas sur cette plateforme-là. Bref, c'est disk usage, c'est l'espace disque utilisé par ces répertoires-là et tout ce qui est en dessous. Donc, évidemment, ça m'affichait les répertoires où j'étais, parce que j'ai fait étoile ici, là. Mais si je veux juste disk usage de bin, ben, ça me dit tes binaires, je vais l'afficher en meg. Tes binaires, ils utilisent 34 MB sur la machine. Donc, ça donne un aperçu. Si vous voulez connaître votre adresse IP, vous avez une ifconfig -A. Ifconfig -A. Ça vous donne l'ensemble des interfaces que vous avez dans votre machine. Donc ça, c'est les interfaces qui ont été mis en place par Android. Donc, des interfaces qui sont prêtes pour IPv6. Présentement, on travaille en IPv4. Donc, je le vois pas parce qu'ici, c'est sorti de mon écran. Alors, quand ça sort de l'écran, quelque chose qui est bien intéressant, c'est de faire la même commande, mais piper dans More. À ce moment-là, ça vous l'affiche page par page. Ça va pas sortir de l'écran. Comme là, ici, ça débute ici. Et puis, il me dit que mon interface Ethernet 0, donc c'est une interface Ethernet que j'ai, mais c'est une interface Ethernet virtuelle, on s'entend parce que c'est une machine virtuelle. Mon adresse IP c'est 10.0.2.15, mais c'est une adresse interne qui me permet juste de faire le pont avec ma machine physique. Mais ce serait une adresse IP avec laquelle il communique vers ma machine physique qui, elle, relaie tous les paquets TCP vers mon Wi-Fi que j'ai à la maison pour accéder à Internet. Et une autre interface qu'on retrouve sur tous les serveurs, même Windows, c'est pas juste strict à Linux ou à Mac ou à iPhone, c'est un principe dans TCP/IP, un loopback qu'on appelle. L'interface Hello, c'est un loopback et l'adresse du loopback, c'est toujours 127.0.0.1. Donc là, j'ai mon more, je peux faire espace ou enter et là, je vois la liste. Donc tantôt, quand j'ai pas fait more, il y en avait trop, j'ai perdu ma première interface.
mais grâce à moi, je peux le lister page par page. Donc, c'est un contenu intéressant. Sinon, on a aussi la commande CP. Si je veux copier, je vais retourner dans mon Home Directory. Ah oui, en passant, si on fait juste la commande CD, Enter, ça vous ramène à votre Home. Donc, quand on fait CD point, tantôt j'ai fait CD point, j'ai fait CD User, et puis là, bon, je savais plus où j'étais rendu, je voulais retourner dans mon Home. J'ai juste à faire CD, et je suis dans mon Home. Donc, un petit shortcut. ls-l. Je voudrais copier mon programme, mon test.c. Je fais une copie de mon test.c. Et en passant, il y a un petit truc là, que je fais sans m'en rendre compte, puis je vous l'ai pas dit. Quand je tape la lettre M, je fais la touche Tab, tabulation. Et puis, étant donné qu'il y en a deux, il s'arrête ici. Et là, je peux ne taper que .c. Donc, M, tab, .c, c'est beaucoup plus rapide que tout taper le nom au complet. Si vous cherchez une commande aussi, vous vous rappelez plus la commande find que j'expliquais tantôt. Vous vous en rappelez plus que c'était find, là, mais vous vous rappelez que ça commençait par F. Vous pouvez faire tab 2 fois. Et puis là, il regarde dans la commande, dans la fameuse variable PATH que je parlais tantôt. Il va chercher tout ce qui commence par F qui est exécutable dans ces répertoires-là, puis il vous les affiche à l'écran. Donc, on a le find, là, puis là, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, c'était find la commande. Mais il y en a un paquet de commandes aussi là, qui commencent par F. Donc, la touche tab, intéressant. Je reviens à ma copie. Donc, CP, test.c. Puis, je veux l'appeler test2.c. Et puis là, ben, si je fais ls-l, j'ai une copie. Alors, comme ça, je peux travailler dans test 2, puis je suis pas obligé de tout réécrire le code. Test 2 commence déjà avec un peu de code. Et puis là, ben, je démarre mon deuxième test avec un peu de code, puis je pourrais modifier ce que j'ai à modifier. Alors, écoutez, ça fait le tour, je pense, d'une introduction à Termux. On a débuté avec une installation virtuelle pour des gens qui ont un laptop et un PC. On en est arrivé ensuite dans un environnement Android, que vous ayez votre téléphone, votre tablette ou une tablette virtuelle. Vous installez Termux à partir de Play Store, le Google Play dans Android. Et puis après ça, quand vous cliquez sur l'icône, vous arrivez à cette ligne de commande. Puis là, vous avez un ensemble de commandes. Et puis, je vous ferai une deuxième vidéo, peut-être pour vous expliquer un peu plus les redirections du STD-in, STD-out. Ou bien, tiens, même, je vais finir là-dessus. Je vais vous faire une petite introduction STD-in, STD-out. Et puis, si jamais vous voulez plus approfondir, là, vous aimeriez en savoir plus, laissez-le moi savoir, puis on fera une deuxième capsule. STD-in, STD-out, à chaque fois que vous lancez une commande dans Linux, dans Termux, dans des kernels semblables, il s'ouvre toujours 3 fichiers. Les files descripteurs, c'est 0, 1 et 2. 0, c'est le STD-in qui fait référence au clavier. 1, c'est STD-out qui fait référence à l'écran. Et 2, c'est le STD-erreur qui fait référence à l'écran aussi. Je vous donne des exemples. Je veux lire quelque chose au clavier et le mettre dans une variable qui va s'appeler âge, parce que je veux savoir l'âge de quelqu'un. La personne me répond 23 ou 34. Bon. Et puis, j'ai fait une lecture au clavier. Et puis, si je fais écho, signe de $ âge égale 34. OK, j'aurais dû le faire avant pour montrer que âge était égal à rien. Appartement. Donc, appartement, j'ai rien. Puis si je veux connaître l'appartement de quelqu'un, je lui fais quelque chose du genre écho votre appartement. Votre appartement. Point d'interrogation. Read. Appartement.
Il dit appartement 54. Alors maintenant, si je fais écho de signe de dollar appartement. Donc, pourquoi read le prix sur le standard input? Donc, je pourrais faire écho 54 pour l'appartement. Je vais rediriger 54. Parce que là, vous voyez que quand je fais écho 54, ça sort à l'écran. Ça sort dans ce qu'on appelle le standard output. Mais je peux faire écho et dire que le standard output, je le veux dans un fichier qui s'appelle appart.txt. Alors là, il n'est pas apparu à l'écran, mon chiffre 54. Si vous regardez maintenant, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle appart.txt. Et puis, si je fais un 4 de appart.txt, c'est 54 qui est écrit là-dedans. Je pourrais faire read appartement plus petit que ou 0 pour que ton standard input provienne d'appart.txt. Et puis, si je fais écho de signe de dollar appartement, il est égal à 54, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas eu à le rentrer au clavier. J'ai redirigé les entrées standards vers à partir du fichier appart. Donc, on peut envoyer le standard output ou prendre le standard input à partir de quelque part d'autre que le clavier et l'écran. Donc, si je fais la commande ls fic, je sais que fic existe. Ah ben tiens, fic c'est un bon point ça. Quand je fais lsfic et fix, parce que quand on fait ls, on peut mettre plusieurs noms de fichiers qu'on veut voir la liste. Donc, je veux voir la liste de fic, de mes tests et d'un fichier que je sais qui n'existe pas. Donc, il me donne une erreur sur le fichier qui n'existe pas. L'erreur est sortie sur le standard error, alors que ceux-là sont sortis sur le standard output. Ce que je pourrais faire, c'est d'envoyer le standard output vers un fichier qui s'appellerait mon output. Et les erreurs, eux, je les envoie dans mon erreur. Comme ça, il n'y a plus rien qui va être envoyé à l'écran et chaque canal va être redirigé dans des fichiers différents. Donc maintenant, j'ai deux nouveaux fichiers. Et puis si je fais un 4 de mon output, j'ai ce qui aurait dû sortir les fichiers propres qui étaient valides, qui sortaient sur le standard output. Et si je fais lister mon erreur, et ça c'est l'erreur. C'est le fichier qui malheureusement ne faisait pas partie de la liste, c'était erroné ce fichier-là. Donc tout a été envoyé dans des canaux séparés, dans des fichiers séparés, ou en provenance d'une redirection. Vous allez remarquer souvent que le 1 et le 0, on les met pas parce que c'est les valeurs par défaut. Généralement, on va pas écrire 0 plus petit que, on va juste mettre plus petit que, parce que quand on met pas de chiffre avec le plus petit, par défaut, c'est 0. Et puis, même chose pour le plus grand. Généralement, on mettra pas le chiffre 1, parce que quand on met pas de chiffre, par défaut, c'est 1. Par contre, le 2, lui, on est obligé de le mettre. Mais pour le 0 et pour le 1, si je mets pas de chiffre, ça fait la même chose. Donc, ça dérange en rien. Et puis, en gros, c'est pas mal ça. Quand on a terminé, on peut faire reboot-p. Et puis, non, ça marche pas, mon reboot.p. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Exit, pour mettre fin à la session. Et puis voilà, j'ai terminé ma session avec Termux. En espérant que ça vous aide, en espérant que je vous ai pas trop mélangé avec trop de commandes, j'ai essayé d'être relativement de base. Je vous laisse vous familiariser un petit peu avec Termux. Envoyez-moi vos questions si vous aimeriez une deuxième session ou des explications plus sur certaines commandes ou vous vous sentez prêt à aller plus vers de l'intermédiaire puis des choses un peu plus corsées, là, vous me laisserez savoir, ça va me faire plaisir. Alors merci, puis sur ce, je vous souhaite au revoir.